Voilà. Ouais. Alors, quelle place est donnée dans notre société à ces bébés nés sans vie? Un accompagnement est prévu pour les parents dans les services de gynécologie obstétrique pour les aider à accueillir ces enfants, mais aussi pour faire le deuil. C'est un reportage de Pauline Merle. Au CMCO de Strasbourg, les parents qui doivent affronter l'épreuve d'une interruption médicale de grossesse sont entourés par l'équipe soignante tout au long de ce difficile parcours. Et tout commence par un entretien avec une sage-femme. C'est pas parce que là, on fait une interruption médicale de grossesse que vous n'accompagnez pas votre bébé. D'accord, hein, ça va vous l'enlever de la tête tout de suite. D'accord. On est là justement pour que moi, je vous accompagne avec votre bébé, que vous allez accompagner votre bébé à venir au monde. Alors, c'est sûr que votre petite fille, elle ne peut pas vivre. D'accord. Quand elle va naître, son petit cœur ne va plus battre. Hein, ça, vous êtes bien consciente de ça, hein, c'est très dur, ouais. Mais pour autant, vous êtes sa maman et vous allez l'accompagner. Pour vous, il va y avoir plein d'étapes de deuil, hein, que vous allez commencer, que vous avez déjà commencé, hein, dans votre tête, mais que vous allez continuer. Et ces étapes-là, on va les faire dans l'ordre, sans précipitation. Même si elle semble interminable pour les parents, cette période, d'un minimum de 8 jours, ne doit pas être un temps d'attente, mais un temps actif, fondamental pour se préparer à la rencontre avec leur enfant. La majorité des couples sont dans une position de dire « mais je ne veux surtout pas voir l'enfant, pourvu que ça se passe vite, enlevez-le, opérez-moi », ce qui évidemment n'est pas un bon choix. Et la grande majorité des patientes finalement vont accoucher et de manière troublante, vont garder un bon souvenir de cet accouchement. Décider de voir ou non leur enfant le jour de sa naissance, jusqu'à la dernière minute, les parents ont le choix. Pour cette future maman, il est évident qu'elle regardera et prendra sa fille dans ses bras. À ce moment-là, vous la prenez tout de suite contre vous, on la couvre, on coupe le cordon, et après on peut vous laisser tranquille. On peut même sortir, la sage-femme peut sortir, on vous laisse tous les trois le temps qu'il faut avec votre bébé, sans problème. Hein, vraiment sans problème, autant de temps qu'il vous faudra. Hein, d'accord, ça vous rassure déjà ça. Ouais, je vois. Le jour de l'intervention, c'est pour les parents le moment douloureux de la rencontre, mais aussi celui des adieux. L'équipe médicale est là pour les accompagner et leur permettre de conserver des traces de l'existence de leur bébé en leur proposant de réaliser une boîte à souvenirs. On met dedans le bracelet de naissance, avec le prénom du bébé, sa date de naissance, son heure de naissance. On peut mettre également une mèche de cheveux. On met également les empreintes des pieds, des mains. Bien sûr, on va également proposer de faire des photos. C'est le seul souvenir qu'ils vont pouvoir avoir à la maison de ce bébé. Au CMCO de Strasbourg, on propose également aux parents de s'occuper des obsèques et, s'ils le souhaitent, d'inhumer ces enfants nés sans vie dans le carré des enfants du cimetière municipal. Le fait de savoir que l'enfant est enterré ou incinéré, enfin que physiquement il est quelque part, c'est extrêmement important. Ça permet de décorer cette tombe, ça permet à l'ensemble de la fratrie, de la famille, de se recueillir et d'avoir un lieu vraiment où on retourne auprès de celui qui n'a pas vécu très longtemps, mais qui fait partie de la famille. Hein. C'est, à mon sens, vraiment un vrai signe de reconnaissance de son vécu, du projet qu'il y a eu pour cet enfant, même si ce projet a été interrompu. Et si les parents ne souhaitent pas de funérailles, le corps du bébé sera incinéré et les cendres disposées dans une chapelle où les parents pourront aller se recueillir. Une IMG à 4 mois de grossesse, Nathalie l'a vécue il y a tout juste 5 ans. Pour elle, déclarer son enfant à l'état civil, c'était lui donner une place dans l'histoire de sa famille. Le livret de famille, c'est presque l'aboutissement, je dirais, quoi. Il existe au même titre que ses frères et sœurs, quoi. Il n'a pas moins d'existence, il n'a pas moins de poids, non, il existe au même titre, quoi. Je pleure pas juste une idée, je pleure pas, non, je pleure vraiment un bébé. Enfin, c'est ça qui est super important surtout, c'est que, voilà, on a perdu un enfant, quoi.
Et moi, c'est cet enfant-là qui m'a rendue maman pour la première fois, quoi. Donc c'est super important pour moi qu'ils soient inscrits, quoi. So pretty, so smart, such a waste of a young heart. Elisabeth, qu'est-ce que ces évolutions dans la reconnaissance de la vie du fœtus ont changé pour les parents? Eh ben d'abord, c'est une reconnaissance aussi de la société, de ces enfants qui n'existaient pas, donc pour la société, donc elle n'existait pas non plus pour les parents, les familles, c'était gommé, c'était... Et donc, ça a été un long chemin, cette reconnaissance, ça a été des batailles, et la bataille... en particulier des parents qui avaient vécu ces événements-là. Maintenant, ça permet d'inscrire, comme l'ont dit les témoins, ces histoires-là dans les histoires de famille. Ça n'est plus caché, c'est pas un tabou, voilà. Ophélie, au moment du geste et de l'injection, vous vous endormez, et votre conjoint est resté près de vous. Il s'est passé quoi pendant votre sommeil? Alors, au moment du geste, donc on installe d'abord la péridurale. Donc ça a été, ils ont eu beaucoup de difficultés à me l'installer. Donc c'était le moment où j'ai le plus souffert. Et après ils m'ont proposé, ils m'ont dit si vous voulez, on vous endort quelques secondes le temps du geste. Et à ce moment-là, le papa peut sortir. Parce que c'est difficile, on voit vraiment, la seringue se pousse et on sait ce qui se passe, quoi. Donc moi, oui, j'ai dit, on m'endort, et avec mon conjoint, on ne savait pas s'il allait rester ou pas, lui. Et quand je me suis réveillée, il était toujours là. Et j'étais à moitié dans les vapes, et je lui ai dit, t'es resté, le seul moment où moi j'ai décroché, en fait. Et c'était son moment à lui. C'est son moment où il était tout seul avec sa fille. Et je lui ai dit simplement qu'il était le meilleur papa du monde, parce qu'il est resté avec nous tout le temps. Et le gynécologue a eu des paroles. Il a dit voilà, on endort votre conjointe, et en même temps on endort votre fille. Et lui, il s'est dit peut-être que dans votre sommeil vous vous êtes croisés. Donc et c'est quelque chose qui... C'est une image, c'est quelque chose qu'on se raconte très souvent, et c'était son moment à lui, voilà. C'est important aussi qu'il y ait une place pour le papa dans je suis tellement fière qu'il soit resté, parce que c'est une étape très difficile, et quand j'ai ouvert mes yeux qu'il était encore là, voilà. Il est resté aussi pour vous. Tout à fait. Bien sûr. On s'est dit les plus beaux mots d'amour. Bien sûr. Marjorie, alors vous nous disiez, je rappelle qu'au départ, cet accouchement, pour vous, c'était hors de question. Vous avez employé le mot finalement d'un très bel accouchement. On vous a demandé si vous vouliez voir votre enfant. Comment vous avez réagi à ce moment-là? En fait, après la naissance. Le médecin est rentré dans la salle et donc est venu nous demander si on voulait voir notre bébé. On lui a demandé s'il était... On pouvait le voir. Si on pouvait le voir, s'il était visible, s'il n'était pas abîmé en fait par l'accouchement. Et elle nous a dit il est très beau. Donc on a dit oui, bien sûr, on veut le voir. Et elle est partie donc le récupérer. On avait amené comme Ophélie un petit pyjama donc que j'avais jamais pu mettre à ses frères, parce que c'était un pyjama de naissance, il était trop petit pour ses frères. Donc lui l'a porté. Il avait son doudou qui m'a suivi pendant tous les examens qu'on a dû faire, etc., que j'ai tenu contre moi, et il me l'a amené en fait comme ça, et effectivement il était magnifique. C'était vraiment un très très beau bébé. Et c'était un moment tout aussi important que vous avez pu vivre avec votre compagnon? Oui, tout à fait, on était tous les deux. Vous étiez aussi tous les deux? Oui. Et il m'a accompagné tout le temps. Il a toujours été là, et c'est vrai que c'est un bel hommage aussi pour les papas, parce qu'on les oublie beaucoup dans ces moments-là, alors qu'ils sont très présents, et que eux ils sont beaucoup moins protégés que nous, maman. Et donc quand ce bébé, quand Mélie qui est arrivé, il l'a pris lui aussi dans ses bras, on l'a regardé, et comment dire, après on a eu l'impression qu'il était endormi en fait, et ça a été très très difficile. On a beaucoup pleuré, parce que moi j'ai cru jusqu'au bout de mon accouchement qu'il allait émettre ce cri, qu'il allait se réveiller, et en fait je me suis rendu compte quand je l'avais dans les bras que jamais je verrais la couleur de ses yeux, que la seule image que j'aurais de lui c'est un bébé endormi en fait.
Et ouais, là, c'est le moment où vous réalisez. Voilà. Donc on a passé du temps avec lui et j'ai un peu perdu la notion du temps. Je pense qu'on a dû rester à peu près une demi-heure avec lui et le médecin est revenu. Elle a pris notre bébé et elle est partie. Et là, j'ai réalisé que c'était la dernière fois de ma vie que je pouvais le voir, en fait. Ouais. Que je l'aurais dans mes bras. Ouais. Et qu'il me resterait plus rien de lui, en fait. Si ce n'est ces fameuses photos dont on vous avez parlé auparavant. Qui ont pris tout leur sens, en fait. Ouais. 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 Vous, Ophélie, qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez pu voir votre enfant? Alors, on avait... faut savoir qu'on a eu beaucoup d'échos, énormément d'échos. Enfin, voilà, tous les 10 jours, on passait à l'échomorpho. Donc, on entend profil atypique, on entend problème au niveau des reins. Donc, voilà, notre enfant est totalement déshumanisé. C'est pas de la photo soignant, c'est comme ça, ils doivent parler, voilà. Mais on a une appréhension quand même. Et ça a été une des premières questions que j'ai posées en arrivant, quand je me suis fait hospitaliser. La sage-femme m'a tout de suite répondu, mais on vous dira si vous pouvez la voir ou pas. Et on a juste demandé à ce qu'elle soit habillée. On voulait qu'elle soit habillée, alors on voulait. C'est comme ça. Et donc ils l'ont pris à part et puis ils nous l'ont ramené donc avec son petit body, son petit bonnet, son doudou sur elle, sa médaille. Et là, c'est une rencontre, parce que, comme c'était dit dans le reportage, elle m'a fait mère. Et l'accouchement est très important pour ça aussi. L'accoucher par voie basse, c'est une étape. Le premier accouchement dans la vie d'une femme, c'est une sacrée étape. Alors, quand le bébé est mort-né, voilà. Et c'est elle qui vous l'a fait vivre. Tout à fait. On sera privilégiés pour ça. Ce sera notre truc à nous deux, à toutes les deux. Ça m'a fait faire mère. Pas de la manière dont j'aurais voulu, bien entendu, mais voilà, elle a sa place pour ça. Et l'accouchement par voie basse, voilà, ça me permet tout simplement, avec les collègues qui ont accouché aussi cette année, quand on parle d'accouchement, moi aussi, je peux en parler. Je peux aussi parler de mon accouchement à moi et exister en tant que mère aussi. Voilà. Et le retour à la maison, comment ça s'est passé? Le retour à la maison, il a été terrible, voire horrible. À la maternité, on a été vraiment choyés, on était vraiment considérés comme parents. On est revenu à la maison était vide. Il y avait juste ces petits fantômes. Alors le petit fantôme d'elle dans la baignoire, le petit fantôme de sa chaise haute dans la cuisine, le fantôme de son landau. Et je me suis retrouvée, j'étais en arrêt maternité et j'avais plus de statut, j'étais pas mère. Enfin si, je l'étais, mais j'étais pas mère comme je le voulais. Difficile aussi d'être la femme de son homme aussi. J'étais plus infirmière puisque j'étais en arrêt. Enfin voilà, j'avais plus de raison de me lever le matin. Et c'était très très difficile et il y a eu un déclic au bout, je pense, de 2 longues semaines où je me suis dit, Ophélie, c'est soit tu te terres dans ton trou, soit tu te bouges. Et là, j'ai commencé. Alors, j'ai fait des petits faire-part pour annoncer sa naissance et son envol par la même occasion. Et voilà, j'ai tout fait de mes propres mains, etc. Et je les ai déposés dans les boîtes aux lettres. Donc, il y a un petit peu d'elle partout. À mon travail, chez tous nos proches, il y a une petite trace d'elle. Ça a été très important pour moi d'occuper ce temps-là. Et après, se réapproprier. Pour vous remettre dans la vie. Tout à fait. Se réorganiser un emploi du temps. Ouais. Voilà. Marjorie, vous, comment vous avez vécu votre retour à la maison? Je crois que vous avez vu un psy avant de sortir. Tout à fait. Qui vous a dit quoi? Qui vous avez dit quoi? Déjà, on a reparlé de l'IMG. Donc, on lui a expliqué que ça avait été très très difficile de voir notre enfant aussi beau malgré ce qu'il avait, c'est-à-dire le CMV. Elle nous a rassurés en nous disant que c'est pas parce qu'il était beau d'extérieur qu'il n'avait pas de problème à l'intérieur, qu'il fallait bien qu'on garde ça en tête. Elle nous a rappelé aussi que si on avait eu l'autorisation de faire une IMG, c'est parce qu'il y avait un comité d'éthique qui avait donné son accord, qu'il l'avait donné à l'unanimité sans discussion. Donc ça nous a réconfortés parce qu'on a eu quand même beaucoup de culpabilité après l'avoir vu aussi beau, de se dire mais qui on est pour mettre fin à sa vie
Et elle nous a aussi donné quelques astuces sur quelques conseils plutôt, pardon, sur comment en parler avec nos enfants. Alors justement, quand vous rentrez à la maison, qu'est-ce que vous avez fait avec vos enfants? Mon mari allait les récupérer à l'école et quand je suis arrivée, moi j'étais épuisée, je me suis allongée, mon fils est rentré en courant dans la maison en me disant « Alors maman, ça y est, il est sorti le bébé ?» Et je lui ai dit, je me suis levée et il a regardé mon ventre, il me fait « Bah non, il est toujours dans ton ventre !» Alors là, il a fallu que je lui explique que non, le bébé était bien sorti, que j'avais encore un gros ventre, mais c'est parce qu'il avait grossi, parce que Mélik avait eu besoin de beaucoup de place pour bien grandir. Et je lui ai mis sa main sur mon ventre et je lui ai dit, tu vois, tu le sens, tu sens plus ces mouvements, il est vraiment plus là. Et puis eux, ils ont vaqué après à leurs occupations d'enfants et ils ne se sont pas posés beaucoup plus de questions que ça. Par contre, on n'a pas hésité, selon les conseils de la psychologue, à beaucoup pleurer devant eux si on avait besoin de pleurer devant eux, de ne pas leur cacher notre peine. Et on leur a aussi expliqué qu'on avait pratiqué une IMG parce qu'un virus attaquait le cerveau de leur petit frère. Et que c'était pas, en aucun cas, ce n'était nous qui avions voulu le décès de ce petit frère, en fait. Oui, parce qu'Elisabeth, comment on raconte ça à la fratrie, aux frères et sœurs? Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut absolument éviter de leur dire? Bon, il faut éviter de dire que c'est nous qui avons pris la décision d'arrêter la grossesse, comme le dit Marjorie, mais c'est vrai qu'il faut leur dire, par contre, que le petit frère ou la petite sœur attendue, eh bien, elle ne va pas arriver, et qu'elle est née et qu'elle est décédée. Ils ont une appréhension de la mort beaucoup plus concrète que nous, les adultes. Ils comprennent les choses. Il faut laisser venir les questions, pas toujours les devancer. Elles arrivent toujours, les questions. Hein. C'est vrai aussi, comme l'a dit Marjorie, il ne faut pas se cacher de ses émotions devant eux. Ils sont quand même un soutien aussi quelque part, ces enfants qui sont déjà là. Et puis ceux qui viendront après aussi, un jour ou l'autre, il faudra leur le dire, qu'il y avait eu avant eux un petit frère ou une petite sœur et qu'il n'a pas vécu. Mais voilà, il faut venir doucement, il faut répondre, il faut être un peu attentif à parce qu'ils peuvent tout d'un coup avoir des réactions différentes dans leur vie, qu'ils n'avaient pas avant. Et ça veut dire quelque chose, donc il faut en parler. Et puis il faut s'aider de petites choses, comme il y a beaucoup de livres aujourd'hui qui parlent un peu du décès, on en parlera peut-être tout à l'heure. Voilà, il faut s'aider, quoi, il faut s'aider. Et puis, si on sent que ça ne va pas trop bien pour les enfants qui sont déjà là, eh bien, il ne faut pas hésiter à consulter auprès d'un psychologue ou d'un pédopsychiatre pour comprendre la réaction et se faire aider. Ophélie, quelle funérailles vous avez choisi d'offrir à Maxime? Alors, c'est un choix qui est très difficile, encore un, qui est difficile. Et surtout, on est dans une phase où on fait ce qu'on peut avec les éléments qu'on a. Et donc, jamais j'aurais cru avoir à choisir cela pour mon enfant. Et on ne voulait pas l'avoir sous terre. Et on voulait surtout l'avoir libre, parce que pour nous, on voyait l'IMG comme on lui rendait sa liberté. De liberté, ouais. Elle était prisonnière de ce corps et on lui rendait sa liberté. Donc, pour nous, on a choisi une crémation, mais on est embêtés parce que le cimetière de ma ville est assez lugubre et je ne voyais pas un enfant là-bas. Et qu'est-ce qu'on fait? Et on a la chance d'avoir sur l'hôpital où on était une association. Donc on nous expliquait qu'il y avait des jardins du souvenir où tous les bébés que les parents souhaitaient pouvaient être incinérés en même temps. Et tout de suite, ça nous a plus parlé qu'elle partait avec des copains de voyage. Et surtout, on ne voulait pas l'avoir dans aucune boîte. C'était, voilà, on ne voulait pas. Donc, et voilà. Et puis, donc, et la cérémonie, la cérémonie est organisée par les bénévoles aussi de l'association. Donc, on a un contact et on sait que c'est eux qui s'en occupent. Et donc on a vu cette stèle splendide sur un
toute simple, dans un parterre de fleurs. Ça nous a tout de suite parlé et ils ont organisé une cérémonie. C'est laïque, c'est sur le thème de la lumière, avec des poèmes, des chansons. On a pu y venir avec les petits neveux, les petites nièces et c'était tout simplement magnifique et à l'image de ce qu'on voulait pour notre fille. Donc c'est une énorme chance qu'on a eue. Parce qu'on a pu laisser toute cette organisation à quelqu'un d'autre et ils s'en sont très très bien occupés. Et une association qui a l'habitude de faire ça, malheureusement. Tout à fait. Marjorie, vous avez choisi donc d'organiser un enterrement en petit comité avec vos parents et vos sœurs. Comment ça s'est passé? J'ai demandé déjà dans un premier temps est-ce qu'il n'y ait pas de noir, parce que c'est un enfant qu'on enterrait, que pour moi un enfant c'est la joie normalement, donc j'ai demandé à ce que tout le monde vienne habillé de couleur. On a fait un enterrement, c'est mon mari en fait qui a tout géré parce que moi j'étais à l'hôpital, donc on l'a enterré avec les grands-parents de mon mari, parce que pour nous c'était important qu'il reste avec un lien familial juste à côté de chez nous en fait, et qu'on ait un lieu de recueillement aussi. Donc on l'a enterré avec ses grands-parents sous une pluie et un orage assez important. Donc pas très triste cérémonie. J'ai préparé un texte, sa grand-mère a préparé un texte aussi, ce qui m'a beaucoup touchée parce que ça voulait dire qu'elle donnait aussi une existence à son petit-fils. Et un grand soutien de ma mère, de nos sœurs. Et son père, son papa, donc a pris le cercueil et l'a déposé jusqu'à la tombe en fait. Et par contre, on n'a pas laissé nos enfants y participer. On a pris du temps avec eux pour y retourner le lendemain en fait et leur expliquer que Milik avait pris une porte en fait pour aller au ciel et que c'était cette porte-là qu'il avait prise, qu'il était avec ses grands-parents. Alors ils m'ont demandé mais pourquoi celle-là et pourquoi pas les autres, et on lui a expliqué que cette porte-là c'est celle qui amenait dans notre maison au ciel en fait, et que les grands-parents prenaient bien soin de lui. Et donc du coup à chaque fois qu'on va au cimetière, ils leur regardent le ciel et ils leur font coucou Milik, on est là. Donc voilà. Ça existe pour eux. Ophélie, vous avez consulté une psychologue à plusieurs reprises. En quoi ça vous a aidé? Alors j'ai consulté une psychologue surtout au début et on a vu une psychologue déjà à l'hôpital, mais comme ça à 1 heure de chez nous, voilà, on faisait pas le déplacement. Donc au début c'était vraiment je déposais tout ce que j'avais déposé et je repartais plus légère. Puis après, avec l'association, il y a des groupes de parole tous les mois. Et en fait, ils ont fait le levier là-dessus. C'est-à-dire qu'après, je n'avais plus besoin, je ressentais plus le besoin d'aller chez la psychologue parce que je rencontrais d'autres parents pour vraiment en discuter. Donc c'est vrai que j'en ai eu besoin au début. J'ai dû y aller 3-4 fois, mais après... j'en ai plus ressenti le besoin. Donc les groupes de parole sont fort utiles. Tout à fait. Si on n'avait pas eu ça, je pense qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Vraiment, si on n'avait pas ça chaque mois. Enfin voilà, le mois de mon anniversaire, bon, allez, t'inquiète pas, début du mois prochain, tu vas au groupe de parole, tu pourras en parler. La fête des mères, tu pourras en parler. Ils organisent un arbre de Noël, donc au moment les fêtes de fin d'année. Quand son bébé n'est pas là, c'est voilà les lumières, tout ça, c'est difficile à vivre. Et bien, au moins on avait ça entre la fête des mères et la fête des pères, ils organisent un lâcher de ballon. Donc là, pareil, on a été avec les enfants, la famille. C'était une superbe fête. On appelle ça d'ailleurs la kermesse de Maxine. Et voilà, les enfants, ils ont adoré. Et ces groupes de parole se mettre en contact avec d'autres parents qui ont plus de recul, qui ont les enfants derrière. Voilà, c'est un partage d'expérience. Parfois, on n'est pas d'accord sur tout, mais justement, ça nous pousse à se poser certaines questions. Et c'est vraiment très, très important. Bien, merci à tous. Et on va conclure avec les livres de Nathalie.
Bon, un petit peu rapidement, parce que votre parole, et merci, tellement merci, c'était bien plus important que les livres. Rapidement, pour aborder l'IMG, c'est-à-dire la technique de l'IMG, et aussi l'aspect préventif. C'est-à-dire, on a parlé du fameux CMV, hein, rappelé aux femmes, n'hésitez pas à en parler avec votre médecin, vous en avez entendu parler au maternel, parlez-en. Il n'y a malheureusement pas de dépistage systématique, il y en a d'autres, sur la syphilis par exemple, la toxoplasmose aussi, et c'est vrai qu'il faut surtout parlez-en, ne serait-ce que pour avoir les gestes qu'il ne faut pas faire. C'est vrai que quand on a des jeunes enfants, eh bien ce virus qui est extrêmement fréquent se répand par la salive, se répand par les larmes dès qu'on a des jeunes enfants, et malheureusement on ne le sait pas suffisamment. Donc si on peut faire passer ce message ce matin aux femmes qui sont enceintes, c'est important. Il y a de très jolis livres. J'avais envie de vous présenter Ces bébés passés sous silence à propos des interruptions médicales de grossesse de Frédéric Authier-Roux. C'est sorti chez RS. Elle dit à la fois très bien comment, y compris pour les médecins, pour le personnel médical et paramédical, c'est extrêmement difficile aussi parce qu'ils se sentent impuissants. Or, ils sont là pour essayer d'apporter une guérison et c'est tellement dur. Et on n'est pas rentré dans le détail de prises en charge qui sont parfois beaucoup plus douloureuses que celles qu'on a pu entendre, dont on a pu entendre parler ce matin. Et puis, dire que c'est très important tout ce qui a été fait par les associations pour faire exister ces enfants, parce qu'il ne s'agit pas pour les parents d'effacer ces enfants, mais bien de continuer à vivre et non pas de continuer à survivre, de continuer à vivre avec eux. J'ai le souvenir d'une maman qu'on a suivie qui nous appelait, je lui fais un grand coucou amical, bébé 5, mais il existe dans cette famille de 6 enfants, il est là et il est bien là. Il y a un très bon livre qui s'appelle Surmonter la mort de l'enfant attendu, dialogue autour du deuil périnatal. Toutes ces étapes qui vont de la colère, du sentiment d'injustice jusqu'à l'après. Comment on fait après pour refaire un enfant derrière ça? Comment revient le désir d'enfant? Comment revient le désir d'avoir des câlins aussi avec son mari, de passer dans cet espace qui est un peu sacré, hein, finalement. Excellent livre. Quel âge aurait-il aujourd'hui, Stéphane Clerget, Le tabou des grossesses interrompues, pour parler aussi de ces dates? On en a parlé un petit peu toutes les deux ensemble, Ophélie, parce que Jean-Marcel qui est là a eu un accident le jour de la naissance, de l'anniversaire. C'était exactement il y a 1 an. Il se passe des choses. On ne peut pas faire comme si tout ça n'existait pas. Il faut respecter ce temps et ce temps du deuil. Rapidement, pour les enfants, il y a bien sûr, il y a un livre, il y a plusieurs livres. Pour les enfants, Edwige Planchin et Anne-Soline Sainte, La petite sœur de Virgile. Donc c'est Pour Penser Édition. C'est une vraie maison d'édition. Si vous devez expliquer aux autres enfants, bien sûr, ce qui a pu se passer plus tard, et bien sûr les associations, on ne le dira jamais assez, les groupes de parole, les blogs des mamans qui permettent à beaucoup d'entre elles aussi de déverser leurs émotions. Léa n'est pas là, c'est la petite Émilie, et là je sais qu'Elsa, tu vas revenir sur ce livre, vous le trouvez, vous pouvez le commander sur le site de la petite Émilie. Bon, et puis pour peut-être ceux que vous n'avez pas pu présenter, vous retrouverez toute la sélection de Nathalie donc sur notre site internet, et nous on poursuit tout de suite avec Elsa sur le net. Je démarre avec une info du jour puisque le 15 octobre dernier, c'était la journée de sensibilisation justement au deuil périnatal. Et donc beaucoup de mamans arboraient sur un réseau social que nous connaissons bien le fameux ruban bleu et rose de cette association que nous voyons à l'écran aujourd'hui. Comme le disait très justement Nathalie, je passe à un indispensable, c'est effectivement l'association petiteemilie.org qui a été créée depuis 2003 et qui est un petit peu le paquebot, je dirais, sur le deuil périnatal aujourd'hui. Donc sur ce site, vous trouverez évidemment des réponses à vos questions sur justement le déroulé de l'IMG, sur comment on vit justement l'après-grossesse, la législation notamment avec un point sur la circulaire de 2008. Et comme le disait très justement Nathalie, vous pouvez également télécharger des petits livrets qui ont été établis par des parents et qui peuvent servir de base de dialogue justement entre les parents et le personnel médical. Donc c'est vraiment une première amorce d'un dialogue à propos de ces choses-là. Je voulais également revenir sur, on l'a vu dans le reportage de Pauline, sur une exposition photo qui est un petit peu itinérante en fonction des structures qui souhaitent accueillir cette exposition, qui s'appelle donc Mémoire vive, sur laquelle justement on voit de façon très, très jolie ce que les parents ont décidé de garder de leur enfant, et c'est extrêmement bien présenté, c'est juste pour ne pas oublier.
C'est une très jolie initiative. Est-ce que vous avez un coup de cœur? Voilà, on parlait de Delphine, donc, bien sûr, Delphine, qu'on embrasse évidemment fort. très fort. Qui aurait pu être là aussi pour témoigner. Tout à fait, et qui justement va être là grâce à cette chronique coup de cœur, puisque je voulais parler de son association qui s'appelle Les Ailes des Paranges. Ce que je trouve très joli, c'est évidemment le terme parange, puisque comme on le dit très souvent, le deuil, on a des mots dans notre langue pour exprimer ces deuils-là. Un enfant qui perd ses parents est un orphelin. Quand on perd son mari, sa femme, on est veuf ou veuve. Mais finalement, un parent qui perd son enfant, il n'y a pas de mots. Donc ça prouve à quel point on a énormément de mal justement à verbaliser cette douleur que peuvent ressentir les parents. Donc Delphine, je voulais revenir sur son association qui a également un réseau social. Vous pouvez trouver Les Ailes des Paranges sur le réseau social qu'on connaît bien avec un F. Allez-y parce qu'il y a énormément de témoignages, de la force aussi, de l'énergie pour surmonter ce genre de choses. Et puis voilà, Delphine, on vous remercie pour tout ce que vous faites sur cette association qui est donc sans cotisation, voilà, qui vit par du crowdfunding qu'on retrouve sur d'autres sites internet. Donc merci infiniment. Merci Elsa, je crois que vous voulez terminer sur une émotion. Oui, et voilà, celle-là c'est l'émotion du jour. Donc l'émotion du jour c'est Benjamin Gibault. Voilà, on parlait des papas, de la façon dont ils vous ont accompagné dans cette épreuve que vous avez traversée. Et ben écoutez, Benjamin Gibault, lui, il a vécu la même chose et il est réalisateur de films d'animation. Et donc c'est mon émotion du jour parce que moi j'ai été bouleversée par sa façon de vouloir surmonter justement ce deuil. Et il a voulu créer un film d'animation qui s'appelle Les petites choses de la vie, dont on va voir quelques images à notre écran. Donc ce n'est pas encore un film parce qu'il va finir de le monter début 2013. Là vous allez voir quelques belles images. Pour en avoir parlé avec lui, voilà, la démarche créative a joué un grand rôle d'exutoire et de thérapie. Au départ, ce projet se voulait extrêmement personnel. C'était quelque chose pour lui de curatif. Et aujourd'hui, il est dans une démarche d'échange, de partage. Parce que justement, pour lui, c'est comme le démarrage d'une résilience aussi de ce qui se passe par rapport à ce qu'il a vécu. Donc c'est la dernière ligne droite pour Benjamin. Vous voyez, c'est magnifique, c'est très naïf. Donc il a eu des moments de remise en question. Maintenant, il est à fond les ballons dans l'aboutissement de son film. Et donc j'ai échangé avec lui au téléphone et nous sommes aperçus que finalement c'était plutôt un joli clin d'œil de la vie que de lui permettre de vouloir donner la vie à sa propre histoire via ce film d'animation qu'il est en train de réaliser. Si vous voulez l'encourager, je vous invite à le faire. Il en a besoin pour terminer ce film début 2013. Allez sur son blog dont on va retrouver l'adresse en bas de votre écran. Donc c'est benjamingibault.fr. Benjamin, je vous embrasse très fort. Bon, ben merci Elsa et merci également à Cédric Deville qui a préparé cette émission. On va retrouver Mathieu maintenant. Mathieu, les enfants ont des questions pour vous. Ben oui, je leur réponds avec grand plaisir. Pourquoi les étoiles brillent dans le ciel? Ah oui, vaste question. Ça. Pourquoi les étoiles brillent dans le ciel? Ben, en fait, les étoiles brillent dans le ciel parce que les étoiles, c'est des soleils. Ni plus ni moins. Mais alors, comme ils sont très loin, ben, au lieu de les voir très gros comme notre soleil, on les voit comme des petits points lumineux partout dans le ciel. Et les étoiles, en fait, ce sont des espèces de grosses boules de gaz comme ça qui brûlent en permanence, qui sont créées il y a des milliards d'années, et puis qui réchauffent et qui créent de la lumière. Alors nous, notre soleil, comme c'est le nôtre, hein, c'est celui qui est le plus proche de notre Terre, ben, effectivement, il nous donne de la lumière, il nous donne de la chaleur, et c'est pour ça que d'ailleurs, sur certaines régions de la Terre, eh bien... On oublie tout dans le soleil de Mexico. On devient fou. C'était nécessaire ça. Eh oui, parce que voilà, quand ça chauffe trop à un moment donné sur le citron, on devient fou. Merci, et la la question qui suit généralement après celle-ci, parce qu'on a déjà posé, c'est oui, mais alors pourquoi elle brille pas le jour? En fait, bien sûr que si. Mais si, bien sûr que si, elle brille le jour. On ne le voit pas. Ben, on ne le voit pas parce qu'on est tellement ébloui par notre soleil de Mexico et notre soleil de toute la Terre. Effectivement, on ne peut pas les voir. Bon, il y a quand même des étoiles qui brillent plus que d'autres. Oui, alors il y a des étoiles qui brillent plus que d'autres. Alors ça, c'est pour des raisons assez simples. C'est que d'abord, il y a des étoiles qui sont plus proches de nous que d'autres. Donc forcément, elles brillent plus. Et puis surtout, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a des étoiles qui scintillent et il y a des étoiles qui brillent. Alors... Les étoiles scintillent, pourquoi? Parce qu'en fait, donc, les étoiles, elles sont très loin de nous, et la lumière qu'elles diffusent, elle met énormément de temps pour venir sur Terre, hein, pour qu'on puisse la voir. Donc elle se ferait un chemin dans l'atmosphère, et là, elle rencontre plein de choses. En fait, elles vont rencontrer des masses d'air qui n'ont pas forcément la même température, la même densité, et ça va créer des turbulences, parce que ça va réfracter la lumière. Donc c'est pour ça que les étoiles, on les voit, elles scintillent quand on les voit à l'œil nu, et quand on les regarde au télescope, eh ben c'est flou.
Et les étoiles qui ne scintillent pas mais qui brillent, eh bien ne sont pas des étoiles en fait. C'est des planètes. L'étoile du Berger par exemple. Par exemple, c'est Vénus. Et oui. Et c'est l'étoile la plus proche de la Terre, et effectivement, elle réfléchit la lumière du Soleil. Voilà. Et comme elle est beaucoup moins loin que les étoiles, du coup, il y a beaucoup moins de turbulences et de réfraction de lumière, et donc on le voit mieux. Et la Lune, d'ailleurs, qui n'est pas une planète, mais qui est notre satellite, qui est juste à côté de nous, hein, comme vous, puisqu'elle a 380 000 kilomètres, eh bien, elle réfléchit tellement la lumière du Soleil qu'effectivement, les soirs de pleine Lune, c'est dangereux pour nous, pour nos yeux, de la regarder. Et d'ailleurs, de manière générale, générale, c'est ce qu'on vient d'entendre, quand le soleil est rendez-vous avec la lune, eh bien nous, par pudeur, pour ne pas être éblouis, eh bien on détourne le regard et on les laisse faire. C'est beau, belle conclusion, Mathieu. Merci à vous. Et puis maintenant, c'est ma minute à moi. Bon, alors vous commencez à comprendre que ma minute à moi, en fait, c'est un peu la cour de récréation des maternelles. Hein. Et il n'y a pas d'âge pour s'amuser, et notamment, il n'y a pas d'âge pour faire de la balançoire. Regardez par exemple ces grands fous. Vous voyez le truc ou pas? C'est quoi, c'est de l'élastique? Tout le tour. Oui, c'est une corde. En fait, ils sont allés dans le parc national, un parc national en Utah. Et voilà, ils font ce qu'on appelle de la balançoire géante. Donc voilà, ça n'a aucun intérêt, c'est juste magnifique, complètement fou. Mais c'est pas un élastique alors, c'est une corde, Mathieu, qu'ils ont accrochée à l'arche. Et donc voilà. L'intérêt, c'est que c'est pas pénible pour celui qui pousse, puisque personne ne pousse. C'est ça, en l'occurrence, très belle conclusion d'Elsa. Merci à tous, on va se retrouver demain pour une nouvelle émission où on va parler des activités extrascolaires. Alors, je vous le dis tout de suite, la balançoire géante ne fera pas partie des activités extrascolaires. Et je vous souhaite une très bonne journée à tous, on se retrouve demain. Salut. Big spoon is my Nante plume. I keep it popping like a needle in a new balloon. And if you don't know by now, then you need more schooling. Let loose, kid. Retrouvez toute l'actu des maternelles sur France5.fr.